Aujourd'hui, on visite le musée dentaire de Lyon, qui est l'un des plus grands musées du monde en termes de pièces historiques qu'il possède. Le docteur Claire Desbois, qui est la conservatrice, nous a fait l'honneur de faire la visite guidée. Je vous emmène avec moi. De bonnes heures avant qu'on arrive à destination. Le musée dentaire, il y en a à Baltimore, là, c'est la plus vieille fac dentaire des États-Unis et ils ont un musée qui est très bien. Mais le musée, il est splendide, mais il y a 10 fois moins 20 fois moins de trucs que là-dedans. Mais par contre, il est beau, hein. Alors là, il fait envie. Il est magnifique, c'est super bien, présenté, tout ça, mais et très intéressant. C'est là qu'il y a l'appareil de la prothèse dentaire de Washington. En face, vous avez la reconstitution d'un cabinet dentaire du début du XXe siècle. Alors, à quoi on voit que c'est le début du XXe siècle? C'est que vous avez derrière le dentiste, qui n'est pas en blouse blanche, il y a un rhéostat, donc il y a l'électricité. Et vous voyez, à l'époque, ils ne soignaient pas en blouse et ils avaient déjà un tour à ficelle avec c'était pas un contre-angle, c'était une pièce à main que vous voyez. Le contre-angle, pourquoi son nom? Parce que la tête fait un angle avec le corps de la pièce à main. Là, il y a pas d'angle et c'était des tours, alors ce tour-là était électrifié, mais ils ont commencé sans électrification. Donc vous imaginez le nombre faible de tours, heu donnée par la pédale et surtout les vibrations en bouche. Donc la dame qui est sur le fauteuil, c'est une dame habillée en bourgeoise parce que pour pouvoir souffrir sur le fauteuil d'un dentiste, il fallait en avoir les moyens. Nous n'avions pas la sécurité sociale et c'était, pour les privilégiés, le dentiste était fait pour les privilégiés. Ceux qui étaient pauvres, bah, ils se faisaient arracher les dents ou ils se débrouillaient, comme ils pouvaient, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'offrir un dentiste. Donc vous avez à droite, vous avez aussi, le lavabo pour se laver les mains et il y a un système d'eau chaude et il faut constater que les dentistes ont été très tôt confrontés au nettoyage et à l'hygiène. Peut-être parce qu'ils travaillaient en bouche. Bon, les chirurgiens, ils travaillent dans le sang. Mais les dentistes sont souvent plus sensibles à l'hygiène et au nettoyage de leurs instruments que les médecins. Si vous voyez un jour un médecin désinfecter son stéthoscope, vous pouvez l'écrire, hein, sur votre livre d'or. Parce que j'ai jamais vu un médecin nettoyer son stéthoscope. Ne serait-ce que ça. Alors qu'un dentiste, on apprend quand même à se laver les mains, on apprend un minimum d'hygiène et la première base de l'hygiène, c'est le lavage des mains. Parce que ça ne sert à rien de mettre des gants, ça ne sert à rien de respecter jusqu'à la stérilisation si vous commencez pas par le basique du nettoyage des mains. Il faut le savoir. Déjà, en vous nettoyant les mains, vous limitez presque 90% des transmissions, même si une main n'est jamais stérile, hein, mais ça limite quand même énormément. Donc vous avez donc ce schéma idyllique du dentiste qui soigne au début du XXe siècle et puis, à gauche, vous avez des meubles qui datent du 19e siècle ou début du 20e et qui ont été achetés aux enchères et qui sont des meubles anglais. Mais ce sont des meubles professionnels. Alors à propos de l'hygiène, il y avait eu une étude, un médecin ou un chercheur au début du 20e ou à la fin du 19e siècle, je me souviens plus, qui avait fait un grand scandale parce qu'il avait, fait une étude et sur cette étude, il en résultait que les femmes qui accouchaient chez elles,
pour les femmes qui accouchaient chez elles, il y avait moins de mortalité de la femme, et périnatale qu'en clinique ou à l'hôpital. Or, à l'époque, qui allait accoucher en clinique ou à l'hôpital? C'était les personnes qui avaient les moyens. Les bourgeois, les gens, de la haute société n'accouchaient pas comme les pauvres, dans leur maison. Ils allaient en clinique. Or, en clinique et en hôpital, il y avait une mortalité, des fièvres des fièvres puerpérales, là, les femmes qui mouraient de fièvre puerpérale. Il y avait un taux de mortalité énorme, beaucoup plus important que, chez les femmes qui accouchaient chez elles. Et il a trouvé l'explication. À votre avis? Les hôpitaux, c'est lié à bactéries, Alors, maladies, etc. effectivement, mais c'est surtout que le chirurgien, quand il opérait, il avait sa blouse, puis il avait aussi le tablier du boucher là, en caoutchouc ou je sais pas quoi, et il ne le nettoyait jamais. Parce que plus il était sale, plus il y avait de sang, plus ça voulait dire qu'il, travaillait et qu'il était, prestigieux. Donc en fait, quand les femmes accouchaient chez elles, eh bien, il y avait c'est pour ça que je vous parle du minimum d'hygiène. C'est que quand vous voyez dans les films, enfin, si vous voyez les vieux films, faites bouillir de l'eau, apporter des draps propres, de la ficelle bouillie, faire bouillir les ciseaux, ne serait-ce que ça, limite le risque infectieux. Alors qu'en hôpital, les chirurgiens, ils nettoyaient même pas leur blouse, ils ne nettoyaient même pas leurs mains, ni rien du tout. Donc, dès qu'ils ouvraient, dès qu'il y avait effraction de l'abdomen ou autre, la personne, elle mourait, hein. La chirurgie, ça a longtemps été mutilation, hein, et puis c'est tout, hein. Quand ils s'en sortaient, ils avaient de la chance. Donc ils étaient solides, hein. Donc, alors là, vous avez un portrait qui est intéressant, c'est, madame Durif, qui était la femme d'un dentiste, du docteur Durif. Enfin, je sais pas s'il était docteur à l'époque, mais il était dentiste, et elle avait dessiné son mari en fond, qui faisait sa prothèse, et son petit apprenti en train de travailler. Il faut savoir que jusque dans les années 60, je me souviens jamais des dates, hein, mais il a bien fallu attendre les années 50 ou 60 pour que les professions se séparent. Pourquoi? Parce qu'au départ, il y avait pas de prothésiste, le dentiste, il fabriquait sa prothèse. Il avait un apprenti pour l'aider, et d'ailleurs, vous, quand vous faites vos études, à la sortie de vos études, vous êtes potentiellement capable de faire votre prothèse. Ce qui a changé, c'est la technicité, et qu'il fallait, un laboratoire, et encore plus maintenant, avec du matériel spécialisé qu'un dentiste n'a pas voulu avoir le temps, donc ils ont formé des prothésistes qui ne travaillent pas en bouche. Ça, c'est interdit en France. Donc cette dame, elle avait, dessiné son mari en train de préparer une prothèse, et à la mort de son mari, elle a légué au musée dentaire le tout le labo de prothèses de son mari. Donc c'était des personnes de Lyon? Oui, Ok. je crois, ou de la région. Ouais. Alors donc ça, c'est la table que l'on voit sur c'est des tables qui ressemblent un peu aux tables de bijoutier. Hein, parce que quand vous faites, j'explique aux personnes où vous connaissez, vous faites de la prothèse, mais vous faites de la prothèse dite à cire perdue, quand vous faites des couronnes ou des bridges, et les prothèses à cire perdue, elles sont inspirées de quelle technique, de quelle spécialité? La joaillerie. La joaillerie, exactement. Et les joailliers travaillent aussi sur ce genre de table. Enfin, ils travaillaient. Parce que c'était très précis. Alors, tous les joailliers ne travaillent pas à cire perdue, mais quand vous avez, on va dire, vous connaissez l'alliance de Cartier avec les 3 anneaux, ou les choses tressées, les 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 bijoux tressés, heu
Vous avez des bijoux, le même bracelet tressé, vous pouvez l'avoir à 5 000 ou 6 000 euros. Et puis chez Leclerc, à 800 ou 900 euros, presque le prix de l'or. Et encore si c'est pas du 18 carats. Et quelle est la différence à votre avis? La technique. Oui, mais c'est-à-dire, soyez plus précis. Bah, à la main ou. Ou à cire perdue. À la main, un vrai joaillier va travailler l'or directement et va le sculpter, le tresser, donc un travail énorme. Ou alors vous faites le bijou à la cire et puis ensuite vous faites un modèle à cire perdue. Et donc là, bien sûr, en travail, c'est pas du tout la même chose et c'est pas non plus la même valeur du bijou. Donc vous avez, là vous devez plus vous y retrouver vous, hein, mais il y a beaucoup de choses. Vous connaissez les moufles? Vous faites des mises en moufles pour les appareils résine? C'est transformé dans un. Oui, Ouais. hein, donc ça c'est, vous le faites encore. Mise en moufle, donc vous avez des moufles, bon les sableuses, les polisseuses et cetera, vous en avez vous encore? Ouais. Encore oui, parce que vous faites pas que du Et c'était les outils aussi qu'on voit sur le camion? oui, oui, elle a tout donné, même quand vous voyez même l'étagère, hein, Ok. et elle a donné du matériel. Alors, elle a pas donné tout ce matériel, on en a récupéré d'autres, mais elle a donné une grande partie du matériel. Là, c'est ce qu'on faisait, les montages. Vous savez, pour vous entraîner sur les dents vivantes, vous avez dû monter sur plâtre des dents pour vous entraîner. Donc, avec... Et là, vous avez ce qu'on appelle des vulcanisateurs. Alors, dans l'histoire de la prothèse, il y a eu beaucoup de types de prothèses. Il y a eu des prothèses en os, des prothèses en ivoire, et puis est arrivé dans les années, à la fin du 19e siècle, la vulcanite. La vulcanisation. Et qu'est-ce que la vulcanisation? Là, vous avez des vulcanisateurs, me demandez pas comment ça fonctionne, hein. Je vous donnerai le principe. Quel est l'intérêt? C'est-à-dire que vous aviez des appareils un peu... que je trouve... Mais pourquoi je le trouve pas? Il y en avait... Ah, voilà. Ça, c'est un appareil complet en vulcanite. C'est pas de la résine. Ça a remplacé... la résine a remplacé la vulcanite. Qu'est-ce que de la vulcanite? Ça doit être un métaux. Ah non, non, c'est pas un métaux. Un métal. Ah oui, un métal. Plastique. C'est pas du plastique, c'est naturel. Ah bah c'est à partir de roches. Vulcanite. Non. Vulcanite. Non. C'est du caoutchouc, du latex. En fait, un célèbre, qui est devenu célèbre plutôt parce qu'il est devenu célèbre dans le commerce, le nom est célèbre, c'est Goodyear, un Américain. Il voulait faire durcir le latex. Vous savez ce que c'est que le latex? D'où il sort le latex? Ah non, mais vous répondez pas si vous le savez. C'est la sève d'un arbre. Et cet arbre, il s'appelle comment? Latexier. L'EVA. HEVEA. C'est un arbre qu'on trouve sous les tropiques. Il y en avait beaucoup en Indochine, même dans le Vietnam. Si vous avez vu le film Indochine, eh ben, au départ, Catherine Deneuve, elle a une plantation d'EVA. Et donc, tous les matins, il coupait un petit peu l'écorce de l'arbre pour faire glisser. Donc, le latex, c'est quelque chose qui est très mou, très élastique. Et Goodyear a trouvé le moyen de le durcir. Alors, il l'a trouvé en théorie, mais il n'a jamais déposé le brevet. Celui qui a déposé le brevet, il s'appelle Dunlop. C'est des pneus. Parce qu'en fait, ça a servi, la vulcanisation du latex a servi à faire des appareils, mais au départ, c'était pas pour ça c'est pour faire des pneus. Hein, et des pneus, et en Grande-Bretagne, il y en avait un qui s'appelait Macintosh,
qui voulait faire des vêtements imperméables. Et donc, il voulait utiliser le latex, parce que le latex est très hautement imperméable. Mais il n'arrivait pas à durcir. Et donc, il s'est associé avec Dunlop pour créer le premier imperméable qu'on appelle le Macintosh, et d'où le Mac de Burberry. Quand vous dites un Mac de Burberry, bah, c'est le Macintosh de Burberry. Ok. Ah, vous voyez comme tout. Et bah, la petite histoire rejoint la grande. Et donc il y a eu les pneus plus tard, Macintosh s'est associé avec Hutchinson, ou je mélange peut-être au niveau chronologique, pour créer des vêtements imperméables et des bottes, les bottes Aigle Hutchinson, toujours Hutchinson, les impairs, les cirés, voilà. Et on s'est servi de la vulcanite, qui est un très bon produit pour les appareils. Vous voyez, là, c'était excellent. Moi, j'ai quand même vu une personne qui avait toujours un appareil en vulcanite. Quand il l'a cassé, bah, je dis, on ne peut plus les réparer, ça n'existe plus. Bah, il avait 80 ans, mais il n'avait jamais changé d'appareil depuis 50 ans. Et il n'avait jamais eu de problème, hein. Il est venu parce qu'il était cassé. Donc là, c'est impossible à réparer parce que nous, on n'a plus. Et le problème de la vulcanite, justement, par rapport à la résine, c'est qu'on ne peut pas le réparer. La résine, vous rajoutez, vous réparez. La vulcanite, il faut tout refaire, en fait. Ça colle pas, on ne peut pas faire de rajout. C'est un peu plus délicat. Mais ça a été remplacé par la résine, mais c'était quand même exceptionnel comme salon. Par rapport à tout ce qui avait été fait avant, c'est ce qu'il y a de mieux, bon, pour les appareils dits résine. Après, vous aviez les stellites. Les appareils métalliques sont assez vieux, mais maintenant, les appareils métalliques sont faits sur mesure. Avant, on faisait une empreinte, et après, on avait des modèles de plaques bases métal. On prenait celles qui s'ajustaient le mieux, ou qui correspondaient le mieux à la taille et bien sûr aux indentations, et on les passait dans des fours comme ça. Et puis après, on les récupérait, on attrapait avec ça, et on tapotait avec, comme dans les souks, quand ils tapotent le métal. Il y a un nom pour ça, avec ce petit marteau. Voilà, et ils tapotent sur le modèle pour l'adapter. Sachant que quand c'était en métal, c'était plus dur que quand c'était en or. Parce qu'il y avait aussi des plaques métal or. À l'époque, les gens avaient de l'argent. Donc, on va commencer par là. Alors, au passage, alors il y a des instruments qui sont pas du tout, qui sont anthropologiques, puisque je fais de l'anthropologie. Donc ça n'a rien à voir. Par contre, vous avez toutes les clés, on les a laissées dehors, parce qu'à chaque fois, vous avez les clés et vous avez les numéros. Hein. Donc, là, vous avez la série des clés, mais c'est des instruments qui étaient faits pour extraire. Donc, à l'époque, on appelait ça des clés, les clés de Garangeau, clés de Crespin, pied de biche. Alors, vous voyez les clés, l'énorme couple que vous avez, qu'il y a. Et donc, ces clés, quand on forçait, on avait plus de chances de casser la dent, de péter la couronne, oui, comme tu dis, plutôt que d'enlever les racines. Mais ça pouvait soulager, parce qu'à partir du moment où on cassait la couronne, on mettait les canaux, on ouvrait les canaux, et donc ça pouvait faire aussi une sorte de fistule, en fait, de dégagement. Alors là, c'est des instruments à extraire, hein, c'est des instruments de chirurgie. Ils ont une particularité, quand vous regardez de là à en bas. Là, les manches sont en quoi? En ivoire, ici. Non. Il y a un peu de. C'est quoi, c'est du bois? Non. Ah, ceux-là. Ta bakélite. Ok. Bakélite. Et là, tout en métal.
Alors, dites-moi ce qui s'est passé entre le moment où vous avez des manches en bakélite et tout métal. La hausse des produits premiers. Non. Non, parce que ça coûte plus cher que la bakélite. Je sais pas, l'usure ou. Non, non. Ah, la désinfection. La stérilisation. Très bien, c'est Pasteur. Ah, qui arrive Entre les Ah oui. deux, il y a eu Pasteur qui a commencé à intéresser les personnes à l'antisepsie, à l'hygiène, et notamment pour stériliser, il fallait que tout soit en métal. Parce que là, tu ne peux jamais tout stériliser. Et donc, plus c'est vieux, alors là, et il y a du nacre aussi. Hein. Alors, quand c'est du nacre, c'est très vieux. Après l'ivoire, la bakélite, et puis le métal. Les instruments en forme n'ont pas tellement changé. Hein. Alors là, vous avez une sorte de petite toupie en bois. Alors, je vous demande à quoi, à votre avis, elle sert. Elle Pour la servait. douleur. Genre, non, je sais pas. Qui morde très Le très fort. sadique. C'est une vis sans fin. Oui, c'est ce qu'on appelle une vis sans fin. Pour faire tourner la turbine. Oh non, bah ça tournait pas les turbines. Les turbines n'existaient pas. Pour faire ouvrir la bouche. Eh ouais, très bien. C'est quand il y avait des infections, comme il n'y avait pas d'antibiotiques, il y avait souvent des trismus. Et autrefois, ben, ils n'y allaient pas en douceur. Pour pouvoir ouvrir la bouche, ils coinçaient le bout, et puis ils forçaient de venir exploser les tendons, les muscles, ça devait être horriblement douloureux, mais c'était ouvert. Voilà. Donc, c'est à ça, c'était un instrument de torture, littéralement. Ensuite, donc là, vous avez l'histoire. Alors, si vous voyez plus d'étiquettes, en bas, là, vous voyez, là, il n'y a plus d'étiquettes. Là où il n'y a plus d'étiquettes, c'est qu'ils se sont arrêtés de travailler. Enfin, ils ont fini, hein, là, ils ont bien travaillé. Mais... Donc là, vous avez un peu un condensé de l'évolution de la dentisterie. La dentisterie, elle a évolué. D'abord, il y a eu l'anesthésie, qui a beaucoup amélioré les choses. Et avant l'anesthésie locale, il y a eu l'anesthésie générale. Et devinez quelle est la première personne, alors je ne sais jamais lequel des deux, les deux premiers à avoir trouvé un moyen indolore de soigner les dents et d'endormir. Les deux premiers. Ouais. Aucune idée. Alors c'est Morton et Wells. Alors je ne sais pas lequel des deux, je crois que c'est Wells le premier. Et il était allé au cirque, à une représentation de cirque. Et à un moment, il y en a un, il est sous protoxyde d'azote. Et c'est un clown ou autre, et il se rend compte que cette personne, elle ne sent rien du tout. Ils font des pitreries et tout ça, je ne sais plus. Mais... Et ils demandent ce que c'est que ce produit, et c'est du NO2. Et il essaye, et il se rend compte que quand il soigne sous protoxyde d'azote ses patients, eh bien, ils ne sentent rien. Et donc, oui, c'est Wells le premier. Il a présenté ce cas, enfin, cette façon d'anesthésier les patients devant l'Académie des sciences. Et là, il avait pris quelqu'un pour tester, et cette personne, en fait, il a sous-dosé le protoxyde d'azote. Donc, ça a été un échec total. Donc, il s'est fait complètement rétamer. Et l'idée a été reprise par Morton, enfin par un autre, mais n'a pas eu de succès, et les chirurgiens se sont orientés vers l'éther et le chloroforme, qui ont tous les deux d'énormes effets secondaires, et c'est enfin, en plus, c'est plus dangereux que le protoxyde d'azote. Et donc, ça a été abandonné au départ. Et en plus, il y avait une corporation qui a été très hostile à l'anesthésie générale au départ, à endormir le patient pour qu'il souffre moins. Quelle est cette corporation? Je vous la donne en mille. Ben, les chirurgiens. Parce que la douleur faisait partie de la noblesse de l'art.
Donc c'est quand même, bon, on est revenu, heureusement. Et beaucoup plus tard, donc en fait, pour qu'il y ait une anesthésie locale, il fallait qu'il y ait des seringues à piston. C'est-à-dire que, l'évolution, elle dépend aussi de l'évolution de la technique. Pour anesthésier, il fallait, une aiguille, un piston et cetera. Donc il y a eu les types de seringues dentaires qui sont en métal pour pouvoir être réutilisées, mais vous avez eu l'anesthésie locale qui, elle, est arrivée au début, plutôt dans les années 20, enfin, je sais pas si elle est arrivée avant la Première Guerre mondiale ou entre, enfin. Et elle vient de d'où? Alors l'anesthésie locale n'a aucune, il y a aucun point commun avec l'anesthésie locale. De quelles molécules viennent toutes les molécules d'anesthésiques? L'adrénaline. Non, C'est pour l'adrénaline, la c'est pour vaso. potentialiser. Et pour, Bah, vaso? l'amine. Ah ben, pourtant, vous chauffez quand vous dites morphine. Une drogue. Ça va vous plaire. La cocaïne. Ah. La cocaïne a des propriétés anesthésiantes et vasoconstrictrices. Ok. Et toutes les molécules, la première, je crois que c'est la procaïne, la lidocaïne. Pourquoi il y a le mot caïne? Parce que c'est des molécules dérivées de la molécule de cocaïne, dont on a enlevé, bien sûr, tous les effets toxiques. Hein? Tout ce qui est traitement des dents, alors, avant, il n'y avait pas de tour, donc on curetait à la main, la carie. Ensuite, on foulait avec des petits fouloirs. On foulait de l'or, hein, parce que ils avaient des petites, feuilles d'or. L'or est ductile, l'or est mou. Hein, donc quand vous le foulez, ben, vous pouviez, obturer les cavités. Mais il fallait déjà là arriver à une technique où on soignait les dents, soignait les caries. Hein. Et puis vous avez donc après, il y a eu l'endodontie avec, ce que vous n'utilisez plus, mais nous on l'a utilisé, le lentulo, c'est un Français c'est ce qu'on appelle le bourre-patte. C'est, c'est un instrument avec un manche, un membrin, et puis, il a une spirale, et c'est comme ça que vous injectez, vous déposez la pâte dans les canaux. Vous pouvez l'utiliser encore, même si vous faites, vous pouvez l'utiliser parce que vous mettez de la pâte aussi, enfin en IRM ou autre, autour de vos cônes de gutta, vous pouvez utiliser le lentulo pour le déposer. Ensuite, vous avez, les systèmes de digue. C'est vieux, hein, la digue, c'est pas récent, ça isole. Ça isole de la salive, ça évite aussi l'inhalation des instruments. Bon, c'est pas toujours très confortable pour le patient. Et ça date de quand Alors la digue, je sais pas. Non, moi, l'histoire, je la connais. Ah, en plus, je retiens pas les dates alors. Mais la digue, c'est quand même, de toute façon, il faut quand même, à mon avis, c'est pas avant le 19e siècle. Oui. Obligatoirement, parce que c'est du métal. Ouais. Donc alors là, vous avez ça continue. Alors vous avez les feuilles d'or avec les systèmes pour obturer. Et c'était les patients qui venaient avec les feuilles d'or ou c'était le dentiste qui avait les feuilles? Ah, très bonne question, mais je pense que le dentiste avait des feuilles et puis il les vendait. Hein. Ouais. Ah, ou alors il demandait au patient de lui apporter des feuilles d'or. Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Donc là, et vous avez aussi le début des instruments rotatifs, qui sont quand même assez vieux. Les instruments rotatifs qui sont pas en angle. Okay, oui. Hein, voilà, Ouais. celui-là, c'est début du 20e. Là, l'angle, alors le système d'angle et le système de débrayage et de changement de rotation, ces micromoteurs, c'est une technologie aérospatiale. Ok. Hein. En fait, je crois que en plus c'est suisse. C'est une Microméga, hein, qui a développé ça, mais au départ, c'était pas pour dentaire, mais on l'a utilisé. Hein, ces systèmes de débrayage et de modification
Donc, tout ça, c'est avec l'évolution, je vous dis, de la technologie. Et derrière, ce qui a fait beaucoup avancer. Alors ça, c'est ce qu'on a. Ben oui, mais attendez, parce que je voulais pas parler de ça au départ, mais on va en parler. Dans les années 60, un dentiste français a eu une idée ergonomique, c'est de tout rassembler en une unité fonctionnelle, d'où le terme d'unit, quand vous voyez. Mais le terme que vous utilisez tous les jours, c'est lié à ça. À une unité fonctionnelle où vous avez le fauteuil, la table du chirurgien dentiste, la table de l'assistante, le crachoir, les tours et même la radio, je crois. Oui, la radio n'y est pas quelque part. Enfin, ou alors elle est à côté. Je sais pas. Et il y a aussi le cialytique, le fauteuil du dentiste et tout rassemblé en une seule unité fonctionnelle qui faisait que le dentiste, il n'avait pas à bouger, rien à faire. Alors, il y a des choses qui ont disparu et que je trouve dommage. Par exemple, le carpule d'anesthésique. Ça existe encore? Ça existe encore? Oui. Oui, oui. Ah bah, il est où? Parce qu'on l'a pas dans les unités, hein. Ah oui, non, ouais. Ouais, c'est au bon vouloir du dentiste. Ouais. Oui, voilà. Mais avant, c'était intégré. Oui, oui, oui. Et ça, c'est bien parce que quand vous sortez la carpule d'anesthésique à 10 degrés ou 12 degrés et que vous l'injectez, le patient, il saute dans l'air, hein. Et d'ailleurs, il vous conseille, je pense encore, de la chauffer à la main. Normalement, si on l'oublie pas. Ouais, Oui. mais ils sont pas Ouais, mais vaut forcément- mieux parce que et vous risquez moins de chocs et moins de problèmes. Quand vous injectez un liquide qui fait 12-13 degrés, vous imaginez après un week-end ou quand vous avez éteint le chauffage de votre cabinet après des vacances et puis que vous le rallumez, mais dans les tiroirs, l'anesthésique, hein. Alors, c'est fin du 19e, début du 20e. C'est venu avec l'industrialisation, hein, il y a eu des progrès énormes. Et quel est le premier à avoir découvert les rayons X? Ah, faut le savoir ça quand même. C'était super long, il l'a exposé super longtemps pour le patient. Bah au départ, oui, une demi-heure. Je crois que 1 heure pour les poumons. Bah, après, s'il n'y avait pas de cancer avant, il risquait bien d'en avoir après, hein. Mais donc, Röntgen. Et la radio, il a essayé sur sa femme. C'est bien les cobayes, pas de cobayes humains, mais il a utilisé sa femme et la radio est célèbre parce qu'on voit l'alliance de la main de sa femme. Et comment il a trouvé ça? Comme parfois, comme assez souvent d'ailleurs. Par accident. Ouais. Par hasard. En fait, il avait un tube de Coolidge. Ben, c'est le principe, hein, de la radio. Et il y avait un tube de Coolidge, une plaque aluminium ou une feuille aluminium, enfin une feuille métallique et du verre, une plaque de verre. Et quand il est revenu, il avait laissé ça en l'état, et quand il est revenu dans son labo, il avait vu que la plaque de verre était imprimée par quelque chose. Et donc, il en a déduit que c'était le tube de Coolidge qui avait permis ça. Et pourquoi il l'a appelé les rayons X? C'était des génies quand même à l'époque. Eh ben oui, parce qu'il s'est douté que c'était du rayonnement, mais il ne savait pas lequel. Et il n'arrivait pas à prouver, il les voyait, enfin, il ne pouvait pas prouver leur existence, mais il se doutait que le seul moyen d'imprimer une plaque de verre, c'était qu'il y ait un rayonnement. Et comme il ne connaissait pas les alpha, il n'y avait pas Marie Curie, c'est peu de temps après Marie Curie. Comme il ne savait pas, eh bien, il les a appelés les rayons X, comme anonymes, quoi, inconnus. Alors que ce sont des rayons gamma, je crois, ou alpha, gamma, je crois, ionisants, hein. Mais on les appelle toujours les rayons X. C'est resté. Et donc, une des premières radios qu'on ait faites, c'est derrière, là, vous avez une plaque, c'est une sorte d'orthopontomographie.
C'est une radio de la bouche. Et là, on a fait d'énormes progrès au niveau anatomique, parce que grâce à ces radios, on savait comment était fait une dent sur le vivant et quels étaient les rapports entre la dent et le reste. Parce que sinon, avant, c'était que une fois qu'il l'enlevait, qu'il savait. Oui, former une ou dent. par des sections, mais c'était pas évident. Et donc là, vous avez toute la série de l'orthodontie qui a été vraiment, en France, on a pris un retard énorme par rapport aux États-Unis. Enfin, on avait un retard énorme. Et puis vous avez les gros instruments, vous avez le masque de Delair. Et il y a aussi, mais ça, je l'ai prêté au musée d'anatomie, puis ils me l'ont pas rendu, c'est crétin. Je le connais, donc je peux me permettre. C'est comment il s'appelle celui qui a créé l'école dentaire, Albéric Pont, l'arc de Pont. Donc vous connaissez Albéric Pont? Il y a sa photo là-bas. Et il y a sa statue au bout du couloir. Mais oui, parce que avant, elle était dans le hall de la fac. Il y a eu un grand scandale lyonnais. Elle était dans le hall de la fac parce que Albéric Pont, c'est lui qui a créé l'école dentaire de Lyon. Ok. Et comment? Pourquoi elle n'est plus dans le hall Eh ben justement, la famille des héritiers, ils ont fait un scandale parce qu'il y avait sa statue au beau milieu du hall. Je sais pas s'ils ne demandaient pas de récupérer, alors que c'est un dommage quand même à Albéric Pont. Eh ben, le doyen de l'époque, il en a tellement eu marre d'avoir ses héritiers sur le dos qu'il a descendu la statue au sous-sol. Et elle est là-bas, elle est encore là. Parce que du coup, personne ne sait. Eh ben non, alors qu'il n'a pas fait que ça, Albéric Pont. Albéric Pont, donc il a ouvert l'école dentaire de Lyon. Je crois que c'est lui qui l'a créée, mais pas tout seul. Et peu de temps avant la Première Guerre mondiale. Et pendant la Première Guerre mondiale, cette école s'est fermée, mais Pont a eu l'intelligence et le génie de se dire, tous ces prothésistes, ils pourraient peut-être servir à faire des orthèses pour les blessés de la face. Et c'est un des premiers grands pionniers de la chirurgie maxillofaciale reconstructrice. Et c'est lui qui a mis au point une valise, parce que avec les tranchées, il y a eu énormément de ce qu'on appelle les gueules cassées. Et les gueules cassées, elles ont posé un énorme problème, parce que sur les champs de bataille où vous étiez mort, où vous aviez que le visage d'abîmé, ça vous tuait pas. Mais vous pouvez plus parler, vous avez l'air d'être dans un sale état. Donc les infirmières, elles savaient pas quoi en faire. Et souvent, ils les laissaient sur le côté en pensant qu'ils allaient mourir. Mais les blessures du visage font rare, même on vous explose une mâchoire, ça fait à -2, ça fait pas mourir. Et donc après, c'était trop tard et ça a créé des monstres sur le plan du visage. Et Albéric Pont, il a émis l'idée qu'il fallait en fait intervenir tout de suite. Et d'ailleurs, le principe de la chirurgie maxillofaciale reconstructrice, quand il y a un accident et un défiguré, il faut intervenir tout de suite et surtout ne pas rapprocher les plaies. Parce que si vous rapprochez les plaies, là, vous créez des brides et là, vous ne pouvez plus reconstruire le visage. Donc en fait, lui, il avait créé ce qu'on appelle un arc. Par exemple, quand il manquait des maxillaires, il faisait un arc pour solidariser les os, et puis par-dessus, il créait des orthèses provisoires, le temps que ça cicatrise et que l'os se reforme. On se demande d'ailleurs si le principe des implants, ça vient pas de là. L'ostéo-intégration. J'ai pas pu faire le lien sur Internet, mais parce que j'ai essayé de voir l'histoire de l'implantologie, mais à mon avis, le coup de placer du métal et de faire en sorte que l'os s'intègre autour, et il a fait faire un grand pas à la chirurgie maxillofaciale reconstructrice. 2 petites anecdotes. Ce fauteuil de torture où on vous attache, il servait à quoi? Je sais pas ce qu'on a mis là. C'est un déflecteur, ça. Quand on enlève les dents. Eh ben non, les dentistes sont pas des sadiques à ce point, c'est les chirurgiens, c'est un fauteuil
Vous couperez ça, hein, des syndicats, qui m'enregistrent. C'est des fauteuils pour enlever les amygdales, les RL. Alors on vous attachait et ouais, ouais, ouais. Et derrière, c'est un fauteuil portable des soldats, qui sont dans le régiment de Savoie, là, les alpinistes. Les chasseurs alpins. Eh ben, ils embarquaient leur fauteuil avec eux. Et donc là, vous avez des stérilisateurs, aussi des anesthésiques. Alors, on a prêté du matériel au musée de médecine d'histoire de la médecine de Paris, donc j'ai pas tout. Je leur en ai prêté. Et ce qui est intéressant, là, je dirais, c'est le style. Le style art déco, enfin le style déco. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans les hôpitaux, les cliniques, les dentistes, eh ben, elles sacrifient, même la science sacrifie aux modes du moment. Quand vous voyez ces meubles, bah, vous pouvez les dater. En fonction de la mode de l'époque. Bah voilà. Donc celui-là, ouais. Celui-là, c'est plutôt celui-là, année la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est entre ça commence, ouais, oui, à peu près. Celui-là, il est même peut-être après, dans les années 60. Il y avait encore cette couleur dite coquille d'œuf, une horreur. Par contre, le plus beau fauteuil qui existe, ils ont mis ça en plus, ça n'a rien à voir. Le plus beau fauteuil pour moi qui existe, c'est celui-là. Alors celui-là, dites-moi à votre avis, il vous évoque quelle époque? Acajou, enfin c'est du faux, hein, mais c'est de l'acajou. La plus belle époque, et très très recherchée. Entre Première et Seconde Guerre mondiale. Tout à fait, art déco. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle l'art déco. Et alors l'art déco, c'était l'acajou, le noyer. Vous avez un cialytique, je ne sais pas s'il est fonctionnel, mais il est splendide. Et tout étant décliné en acajou, même ce qui insuffle de l'air, là. Non, L'aspirateur. non, le gros, là, derrière. Le compresseur, je trouve pas le mot. Le compresseur, il est magnifique, tout est magnifique. Et ça, c'est un Ritter, donc autrichien ou allemand, de 1937. Art déco. Là, il y en a un autre art déco, mais il est plus. Le dentiste était moins riche. Il est plus soft, mais il est beau aussi. Ce côté acajou, ils aimaient bien. Hein. Vous voyez, même le meuble avec du marbre et tout ça. Splendide. Et alors derrière, vous avez en haut, c'est la série des articulateurs. Vous connaissez. Donc vous avez les occluseurs simples, les articulateurs. Vous en avez même un, c'est le masticator. Parce qu'il est censé reproduire même les mouvements de rotation et tout ça de la mandibule. Mais bon, ça a été un échec. Et là, vous avez la série hygiène. Alors, contrairement aux idées reçues, l'hygiène dentaire, ça a toujours été une préoccupation. Pour quelle raison déjà? La première raison de base. Pour manger. Oui. Bah oui, pour manger. Si on n'avait pas de dents, s'il y avait quoi que ce soit, eh bien, bah vous mourriez. Hein. Donc, c'est pour vous nourrir. Alors, bien sûr, les notions d'hygiène étaient assez fantaisistes parce que vous rincez la bouche avec du miel. Bon, ils n'avaient pas vu, et ben, ils ne savaient pas que le sucre, ça pouvait vous flanquer. Mais le principe de l'hygiène existait. Et il existe dans toutes les civilisations, toutes les cultures, différemment. Puis vous avez des brosses à dents qui ressemblent parfois à des brosses à cheveux. Vous aviez et puis au début, avant les pâtes dentifrice, c'était il y avait de la crème dentifrice faite dans des petits
des petits contenants, mais vous avez, la médecine, elle balbutie et vu ce qu'elle a balbutié, je pense qu'avec notre recul, quand il y aura du recul par rapport à nous, elle doit balbutier parce que et notamment, quand ils ont découvert, enfin surtout, Marie Curie a découvert le radium, un peu ça a été le même phénomène que quand on a découvert l'électricité. Quand on a découvert l'électricité, tout pouvait se soigner par l'électricité. Le nombre d'instruments qu'on a créés pour soigner tout, on était immortels, ben, le mythe de Frankenstein, hein, vient de là en fait, hein, l'électricité qui peut faire revivre et cetera et quand il y a eu le radium et ben, le radium, c'était heu, l'élixir de la vie éternelle. Donc ils foutaient du radium partout, dans le dentifrice. Dans les crèmes pour rajeunir, vous avez des pubs, des crèmes pour rajeunir. L'eau la plus radioactive. Ça a dû faire des dégâts, hein. Mais bon, il y a même la danseuse là, comment elle s'appelle? Loïs, une danseuse célèbre américaine qui avait demandé à Marie Curie de lui faire un costume peint au radium. Et Marie Curie, pensant que le radium était peut-être pas si bon que ça, elle a refusé, mais elle se l'est fait faire par quelqu'un. Elle a réussi quand même. Ah, comment elle s'appelait cette danseuse? Loïs Fuller, je crois, il me semble, Loïs Fuller. Une danseuse et je crois qu'elle a réussi à se le faire faire quand même, mais pas par Marie Curie. Et Marie Curie, qui n'a pas découvert, je voulais en parler quand même parce que c'est une personne extraordinaire. Elle n'a pas découvert les rayons X, mais qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait à propos justement des appareils radio et tout ça? Pendant la Première Guerre mondiale, l'État français lui a demandé de construire des voitures, des genres d'ambulances avec et elle a fait installer dans ces ambulances des appareils radio portables. En fait, elle a rendu portable l'appareil radio et c'est ce qu'on appelait les curiettes et elle allait sur le terrain. Elle était à Verdun. Elle allait sur le terrain parce qu'elle disait il prenait les blessés, il les radiographiait, il voyait tout de suite où était la balle ou le shrapnel et elle a formé des manipulatrices radio, des infirmières et elle a fait fabriquer je ne sais pas combien de voitures comme ça, enfin d'ambulances, équipées en radio et à la fin de la guerre, il y avait tellement de voitures que ces appareils portables ont été donnés aux différentes cliniques et hôpitaux de France. Et en plus, comme elle avait formé des manipulatrices, enfin des infirmières qui sont devenues des manipulatrices, elles-mêmes ont formé et il y avait des manipulatrices dans les hôpitaux. Ah ouais, donc on peut aussi, découvrir la radioactivité naturelle, mais on n'est pas obligé de créer la bombe atomique. Et aussi à propos du radium. Alors bien sûr, elle a fait beaucoup de choses pour la France, puis en plus elle a eu quand même 2 prix Nobel. C'est la seule personne à avoir eu 2 prix Nobel dans 2 matières différentes. En physique et en chimie, ou en chimie et en physique. Et elle a eu pour le radium, pour avoir trouvé le poids du radium et l'isoler. Donc ça devait être en chimie, je pense. Et elle l'a eu, pour la radioactivité naturelle ou non artificielle, c'est sa fille. Enfin, elle l'a eu pour la radioactivité, naturelle et pour le poids du radium, donc en chimie et en physique. La première fois, quand la France a proposé, heu, elle a proposé Pierre Curie à l'institution Nobel. Pierre Curie s'est rendu compte que sa femme n'y était pas, alors que c'était les travaux de recherche de sa femme. Et donc il a écrit à l'institution Nobel en disant que c'était sa femme qui était à l'instigation des recherches et que lui, il s'était raccroché au wagon. Il a eu l'honnêteté quand même scientifique de le dire et du coup, ils ont eu, Curie, Becquerel et lui et elle. Et puis, malgré tout ça, quand elle a demandé 1 gramme de radium à l'État français,
parce qu'elle pensait que le radium pouvait guérir du cancer. Oui, et justement faire des études sur la radiothérapie, d'où le terme de curithérapie. Et elle avait besoin d'1 gramme de radium, mais 1 gramme de radium à l'époque, c'était, je crois que c'était du coup, c'est en dollars parce que je vous expliquerai comment c'est passé. Je crois que c'était 70 000 ou 80 000 $ le gramme de radium. La France lui a refusé le le financement et qui a levé les troupes? Et ben, c'est Eleanor Roosevelt, la femme du président de l'époque, qui était issue d'une famille bourgeoise très riche. Elle a rassemblé toutes les rombières riches qu'elle connaissait. Elle leur a demandé de cotiser et ils lui ont, offert, c'était des dames de Boston, enfin de Boston, Washington et cetera, qui lui ont offert à Marie Curie le gramme de radium. Et c'est pour ça que Marie Curie, vous verrez si vous voyez son histoire, elle traverse, l'Atlantique pour venir chercher le gramme de radium. Et du coup, elle a fait des conférences à Harvard et cetera, pendant son voyage. Mais la France lui avait refusé parce que et c'est les dames, enfin les vieilles rombières, elles sont bien gentilles, mais je veux dire qui ont financé ce gramme de radium qui a servi à créer l'Institut Curie et tout ça. Mais pourquoi il y avait autant de produits au radium si ça coûtait si cher? Ah bah, le gramme de radium, Oui. mais il y avait, on n'est pas obligé d'en mettre 1 gramme, hein. 1 gramme, c'est énorme en radioactivité. Il suffit de peu, hein. Je veux dire, 1 électron, c'est une radioactivité naturelle. Mais le radium, c'est violent, hein, parce que quand j'étais à Varsovie, j'ai visité la maison parce qu'elle était d'origine polonaise, elle s'appelait Maria Sklodowska. Donc sa maison d'enfance, puis elle écrivait régulièrement parce elle est partie à Paris pour faire des études de mathématiques et de physique à la Sorbonne, mais elle a pas coupé les ponts avec sa famille et donc elle écrivait régulièrement. Eh bien, ces lettres sont radioactives encore et elles sont toutes protégées par, des verres en plomb, enfin du verre plombé. Tout est radioactif. Parce qu'elle l'a manipulé, il le manipulait comme ça, hein. Et pourtant le radium, c'est un produit, naturellement radioactif, donc il est beaucoup moins radioactif que le plutonium. Imaginez le plutonium, c'est phénoménal. Alors là, vous avez toute une série, vous reconnaissez, Davier, élévateur, et là, c'est pas des trucs pour les truites, hein, c'est pour nettoyer. Ça ressemble, hein, aux poissonnières, à des petites poissonnières, mais c'est des stérilisateurs. Et puis là, c'est les crachoirs, il y a des beaux crachoirs. Donc, les instruments de chirurgie. Alors, il y a deux maisons, il y a 2 façons de faire. Je ne sais jamais laquelle est américaine et laquelle est française. Parce que vous avez le davier à vis. Vous avez une vis que vous dévissez pour séparer les manches pour les nettoyer. Et vous avez le davier qui est pas à vis. Voilà, qu'on déclipse. Alors, il y en a un qui est d'origine américain ou anglais et l'autre. Type américain. Ah ouais, mais justement, ça correspond à rien. Là, il n'y a pas de vis. Ah bah, il n'y a pas de vis, donc c'est Oui. type américain. Oui, Chevalier Henson, New York. Et vis, c'est français. Je vous invite à regarder les fauteuils, il y en a de plus en plus, il y a des vieux. Alors, là, comme je vous disais, l'hygiène, très important. Ah non, c'est là-bas. Mais là, vous avez des instruments pour nettoyer et pour fouler ou pour sculpter, là. Et ça, c'est une trousse de dentisterie pour la marine. Parce que quand ils étaient en mer pendant des mois, il fallait quand même. Bon, mais c'était le médecin, il n'y a pas de dentiste, mais. Ouais. Et en général, c'était plutôt, vous voyez, pour extraire, hein. Ouais. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Là, vous avez les prothèses, différents types de prothèses qu'il y a eu
avec les prothèses en os avec des dents humaines, os avec des dents animales qu'on retaille. Après, il y a eu les appareils en or, en aluminium. Alors, ça a été vite abandonné parce que l'aluminium, en bouche, c'est une horreur. Vous avez même eu des prothèses en céramique. Faut les faire tomber. Hein. Ouais, il y a eu des essais. Hein. Mais les dents humaines, à une époque, je ne sais pas si vous avez lu Les Misérables, mais les pauvres se faisaient extraire des dents pour se faisaient payer pour. Ah oui, pour les Et vendre. ça, dans Les Misérables, je ne sais plus, l'héroïne, elle le fait. Et puis là, donc, comme je vous parlais de l'hygiène, eh bien, les gens qui avaient les moyens, ils avaient des petites trousses de voyage. Des petites trousses de voyage très astucieuses avec un manche et puis vous pouviez, visser au manche, ce que vous voulez, des petits détartreurs, et ça, c'est la trousse de voyage. Et là, c'est des instruments d'hygiène aussi en nacre, donc en nacre 18e siècle, hein, quand c'est en nacre, c'est très vieux. J'ai oublié aussi la Bible, la première Bible du chirurgien dentiste, écrite par Pierre Fauchard sous Louis XIV, le traité des dents. C'est pas des originaux, hein. Mais et ça, c'est bien parce qu'à l'époque, ils ne soignaient pas, hein. C'était plutôt des bains, alors, bains de bouche au miel, à l'urine de jument. Eh bah oui, mais l'urine, qu'est-ce qu'il y a dans l'urine? Bah, l'ammoniac. Et c'est un très bon antiseptique. Bah, ils n'étaient pas dégoûtés, mais bon. Et donc, en fait, ils ne soignaient pas, enfin, ils soignaient pas mécaniquement. Et en désespoir de cause, ils enlevaient. Mais en désespoir de cause. Mais à l'époque, sans antibiotiques, sans traitement, bon, on pouvait mourir d'une infection dentaire. C'est la pédale. Eh ben, normalement, ça devrait fonctionner, hein. Ben, plus là, parce qu'il faudrait retendre. Mais oui, Non, bah, pour si voir c'est la pas vitesse, mécanique. Oh, c'est pas long, c'est pas rapide. Est-ce que vous avez des questions à poser? En combien de temps vous avez récupéré tous ces... Ah bah alors, c'est pas moi, hein. Je suis vieille, mais pas Non, mais depuis quand le musée il existe? depuis les années 70 Ah oui, ok. Donc ou ça fait longtemps 80, que ouais. ils récupèrent. Ouais, et eux, bah, les personnes qui s'en sont occupées longtemps sont parties à la retraite ou sont décédées et on a repris, il y a une dizaine d'années, j'ai Ok. repris. Mais il était déjà fait, hein, le musée, hein. Ok. Ah oui, c'était déjà fait. Oui. Après, on a rajouté quelques trucs, mais Et il y a des visites organisées où il faut demander. alors, faut demander parce que je suis pas sur place, personne qui s'occupe du musée n'est sur place. Donc il faut demander et pas au dernier moment parce que moi, des fois, j'en ai: «Ah ben, je viens à Lyon demain, est-ce que je peux visiter le musée?» Bah non. Faut 3 semaines, 1 mois quand même que j'ai le temps d'ouvrir le musée et puis de leur proposer des dates. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir conservatrice? Eh bien parce que, quand, très tôt, j'ai fait de après mes études, je me suis spécialisée en anthropologie physique et donc j'ai découvert l'anatomie et à l'époque, il y avait un superbe musée à la fac de médecine, c'est le musée d'anatomie, Testuy-Latarjet, qui a été viré de la fac et j'ai commencé à travailler, enfin, en bénévolat à m'occuper du musée, de ce musée d'anatomie. Puis en plus, j'ai fait quand j'ai fait mon diplôme d'anatomie, j'y allais tout le temps, hein, anatomie générale. J'y allais parce que, on voyait des coupes, c'est sur le plan, pédagogique, c'est énorme quand il y a pas de dissection, hein. Et donc j'ai sympathisé avec le conservateur et puis du coup, c'est devenu rituel. J'allais au musée, je m'occupais de la section anthropologie criminelle, évolution des espèces, voilà. Et puis, quand on m'a demandé, comme on savait que je m'occupais du musée, quand les 2 autres personnes, sont parties à la retraite ou ben, on m'a demandé si ça m'intéressait. Donc j'ai dit oui parce que, heu, bon, je m'investis peut-être pas complètement parce que je travaille dans un cabinet et j'ai des expertises, mais ça me plaît, j'aime bien. Puis j'ai découvert tout un univers sur l'histoire de la médecine qu'on ne connaît pas
et on apprend beaucoup de choses. Voilà. C'est un moyen aussi de s'ouvrir à autre chose parce qu'en plus dentaire, moi je trouve quand même que dentaire c'est très restrictif. Si on n'a pas, une vision plus globale et qu'on peut avoir en dentaire, plus générale, je trouve que c'est assez limité. On peut devenir vite très limité en dentaire. Voilà. Intellectuellement, oui. Bah oui, mais comme beaucoup de vous savez, il y a beaucoup de métiers qui sont comme ça. Même les médecins peuvent devenir très limités, hein. Mais dentaire beaucoup plus parce qu'on est très isolés, nous, avec notre fauteuil, le rapport au patient qui est pas du tout le même, donc on est seul. On est seul. On n'est pas confronté, à un collège de personnes, les médecins, ils peuvent aller en milieu hospitalier, les dentistes beaucoup moins, puis même s'il est en milieu hospitalier, bah, il travaillera tout seul sur son fauteuil. C'est pas du tout la même façon d'aborder le patient et quand on est dans un cabinet en libéral, bah, on se sent très vite isolé. Donc moi, ça me permettait d'avoir une ouverture et puis d'apprendre autre chose et puis ça aide, hein. Tout ce que vous apprenez dans votre vie, même si ça n'a rien à voir a priori avec, ce que vous allez faire, eh bah, ça ne peut que vous ouvrir l'esprit et ça peut toujours vous servir. Moi, j'ai un exemple qui a toujours fait rire tout le monde. Quand j'étais petite, j'ai choisi de faire du russe. À l'époque, faire du russe, c'était être communiste, hein. Faire du russe, on était 8 dans la salle. En plus, mon père était militaire, alors faire du à l'époque du rideau de fer, donc moi, j'avais décidé de faire du russe. Donc j'ai fait du russe, j'ai adoré, jusqu'en terminale, j'ai fait un stage de russe, tellement j'adorais ça et puis, bah, après j'ai laissé tomber parce que j'ai fait médecine et pour ma thèse, quand j'ai choisi mon sujet, le seul bouquin que j'ai trouvé unique sur ce sujet, bah, c'était un livre en russe. Et ben, je me dis comme quoi j'ai traduit, bah, je m'y suis remise au russe et j'ai traduit le livre, mais si j'avais pas fait de russe, bah, j'aurais jamais pu faire la thèse que j'ai faite. J'aurais fait autre chose, j'aurais faite, mais pas comme ça. Et du coup, comme courant, il faut jamais, fermer une porte en disant: «Ça m'intéresse pas, c'est pas dans mon domaine». Moi, les gens qui disent ça, je trouve que c'est des gens qui sont, obtus, déjà. Une fois, on est allés, bah, justement en anthropologie criminelle, j'ai eu une semaine de congrès au FBI à Washington et j'avais dit à mon frère qui est pas du tout il est agrégé de lettres classiques, hein. Je lui ai dit: «Bah, tu as qu'à venir». Il nous avait rejoints à Washington et je connaissais bien l'organisateur qui était au FBI. Je lui ai dit: «Bah, il y a mon frère qui vient, parce que c'est surveillé, est-ce qu'il peut venir en tant qu'accompagnant?» Elle me dit: «Ton frère, pas de problème». Mais lui, il y connaît rien, hein. Mais rien que pour rentrer dans l'immeuble du FBI, de voir le FBI, enfin, c'est quand même, alors il est venu, mais ça l'a intéressé d'ailleurs, et puis j'avais un ami qui était aussi à Washington à cette époque, qui était avec un autre copain et je dis à ce copain: «Mais tu vas venir?» «Non, non, ça m'intéresse pas». Je dis: «Mais c'est pas que ça t'intéresse, enfin», je lui dis: «Mais ça t'intéresse même pas de rentrer dans les locaux du FBI?» «Ah bah non, c'était pas son domaine». Ben, moi je trouve que j'aurais eu l'occasion, je serais rentrée, hein, par la petite ou pas on rentrait par la petite porte, mais par la porte des employés, mais que ça soit par la petite ou par la grande, c'est quand même après toujours impressionnant. Donc c'est pour ça, pour vous dire qu'il faut avoir l'esprit ouvert et garder toujours l'esprit ouvert et ne pas penser que ce que vous apprenez ne vous servira à rien. Ça peut toujours vous servir, même dans les soirées mondaines. Ce que j'adore, moi, chez les historiens, c'est qu'ils ont toujours une anecdote. Ah bah oui, et moi, il y en a une qui a été racontée, mais je l'ai racontée combien de fois? Tellement, mais je savais pas, hein, et donc j'ai appris, au musée d'histoire de la médecine. Ne l'enregistrez pas. Parce que sur internet, ils disent que c'est pas sûr, enfin,
Internet, faut s'en méfier hein, de ce qu'il raconte. Alors, c'est le conservateur du musée d'histoire de la médecine, il me dit, il me montre, il me dit, Louis XIV avait une fistule anale qu'il n'arrivait pas à soigner. Et ses médecins n'y arrivaient pas. Donc, ils lui ont conseillé de voir un chirurgien, je ne sais plus comment il s'appelle, qui lui a dit que c'était faisable, mais vraiment très risqué, hyper douloureux. À l'époque, il n'y avait pas d'anesthésie. Très douloureux, très risqué, il pouvait perdre la vie et tout ça. Donc, il lui a bien expliqué tout ce qui était. Et donc, Louis XIV a accepté. Ils étaient courageux quand même. Hein. Il a accepté et pour ce faire, il a créé un bistouri spécial pour couper pour inciser la fistule anale. Et pendant l'opération, alors à l'époque, le protocole français voulait que le roi, que tout ce que faisait le roi était public. Donc il y avait tous ceux, ils assistaient, enfin, je pense qu'il y avait quand même des draps, mais ils étaient là, il y avait un public et une musique composé par Lully, un Te Deum, c'est-à-dire Dieu protège le roi. Et il y avait, parmi le public, il y avait un Britannique qui a adoré la musique. Devinez ce qu'elle est devenue. Eh ben, elle est devenue le God Save the King. Le l'hymne royal britannique a été composé pour la fistule anale, pour pas dire autre chose, de Louis XIV. Mais les Anglais ne s'en cachent pas parce que il disait que très souvent les Britanniques lui demandaient l'instrument qui avait servi à guérir, parce qu'il a été guéri de sa fistule anale, Louis XIV, suite à son opération. Mais maintenant, moi qui déteste l'hymne royal britannique, à chaque fois que je l'écoute, j'ai envie de rire. Maintenant, j'aime bien l'écouter. On a rigolé. Comme quoi. C'est comme c'est quel le président là qui est mort entre les bras d'une demi-mondaine là. Et à un moment, il y a je sais pas quel ministre qui dit parce que au début ça n'a pas été dit, il demande au majordome, il lui dit et il a toujours sa connaissance et il lui répond: «Ah non, elle est passée par l'escalier de service». Lui, c'était d'accord. Est-ce qu'il avait perdu connaissance? Ou quelque chose comme ça. Non, elle est passée par l'escalier de service. Bah oui, parce qu'il n'était pas tout seul. Mais il fallait pas que ça se dise. Mais ça, c'est sûr. Hein.